Bienvenue dans le 15 du BTP, votre quotidienne spéciale Intermat, parce qu'effectivement, toute la semaine, on est sur le salon Intermat. Alors on lance tout de suite la case Actu avec un reportage sur le stand Liber qui a présenté aujourd'hui sa nouvelle pelle de terrassement compacte de 36 tonnes et la nouvelle gamme de télescopiques. On est allé voir également deux zones de démonstration, une zone terrassement avec des gens comme Mecalac, Cytec ou Douzane et une zone démonstration béton avec du matériel de sciage, de découpage, etc. Et c'est maintenant. Bonjour à tous, en ce deuxième jour d'Intermat, on est sur le stand de Liber avec une journée magnifique et nous sommes donc avec Nicolas Rolls qui va nous présenter la dernière nouveauté de la marque Liber, une pelle compacte. Bonjour Nicolas. Bonjour Julia. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette 936 compacte? C'est une nouveauté, c'est un ajout de gamme, a priori c'est une 36 tonnes, pourtant vous avez déjà une vingtaine et vous êtes les seuls sur le marché à l'avoir. Alors pourquoi cette pelle de plus grande capacité? Donc cette pelle, elle est dédiée au chantier urbain, très dense, au chantier exigu, où il y a peu de place. C'est une machine compacte, comme son nom l'indique. Le principal intérêt de cette machine réside dans sa très forte compacité, que ce soit en termes de rayon de giration avant ou rayon de giration arrière, puisque sur le rayon de giration arrière, sur cette machine, nous sommes inférieurs à 2 mètres. Et même les largeurs, les dimensions de transport, comme la largeur de transport, sont très contenues. On est inférieur à 3 mètres en termes de largeur de transport. Donc elle va, je dirais, répondre parfaitement aux clients qui cherchent une machine compacte et productive. La pelle compacte chez Liber, c'est quelque chose, mais la gamme de télescopiques, c'est encore autre chose. Nous sommes avec Arnaud Fuchs, qui est responsable produit pour la partie télescopique. Et aujourd'hui sur Intermat, vous présentez une gamme étoffée de télescopiques de 7-10 mètres de hauteur de travail. C'est bien ça? Bonjour, oui c'est bien ça. Nous profitons du salon d'Intermat pour lancer en avant-première notre gamme de 8 machines qui se déclinent en 26 variantes. Avec ces 8 modèles de base, nous couvrons le plus gros potentiel du marché du télescopique concernant les machines avec des hauteurs de levage situées entre 6 et 10 mètres et des capacités de charge comprises entre 3,2 et 6 tonnes. Alors, si l'agricole ne fait pas partie des priorités de Liber, est-ce que ça veut dire que vous allez vous concentrer davantage dans la construction, sachant qu'on est plutôt sur des machines qui sont comprises entre 14 et 17 mètres, ce qui n'est pas le cas de cette nouvelle gamme? Alors nous proposerons des machines effectivement comprises sur des hauteurs de levage entre 6 et 10 mètres et des capacités de charge comprises entre 3,2 et 6 tonnes. Pour nous, nous avons un marché à développer dans ce secteur-là, et tout spécialement dans le secteur de la construction, de la location et de l'industrie. Après la démo, nous retrouvons quelqu'un de chez Mecalac, monsieur Robert Fagiolino, qui va nous donner quelques mots sur son ressenti suite à cette démonstration. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Robert Fagiolino, je m'occupe du marché italien. Donc là, on a eu la chance de voir un peu tous les produits Mecalac, la polyvalence, la qualité des produits, sur, je dirais, plusieurs plateaux. On a vu les machines sur chenille, on a vu les machines sur pelle, et puis nos chargeuses et évidemment nos dumpers. Donc on a pu se rendre compte durant cette démonstration de la polyvalence de tous nos produits. Polyvalence seulement ou aussi la compacité? La polyvalence, la compacité, étant des machines qui travaillent dans des sites plutôt urbains, donc on a besoin de machines très compactes en 3 dimensions, ça veut dire en largeur, en hauteur, en longueur, donc des produits très très compacts qui répondent très bien aux exigences de nos clients actuels. Après Mecalac, nous voici chez Encon qui fait des attaches rapides. Les voici en démonstration. De retour chez Komatsu, pile poil pour le lancement de la prochaine démonstration. Bonjour Patricia. Bonjour. Nous venons de voir en action les godets concasseurs et cribleurs de MB Crusher. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez présenté au public? Bonjour, alors aujourd'hui vous êtes sur l'aire de démonstration de MB Crusher.
Vous avez vu donc les godets concasseurs et cribleurs. Pour nous, donc, c'est important dans un contexte où la revalorisation des matériaux inertes sont des thèmes essentiels ainsi que le respect de l'environnement. La solution MP permet de recycler sur place en minimisant les coûts de transport, de décharge et en gagnant de l'argent, du profit. Et maintenant, on retrouve la minute d'Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Steve. Alors aujourd'hui mercredi, 3e jour du salon, il se passe quelque chose sur le village Startup, qui est un nouvel espace du salon. Nous accueillons 14 startups et elles vont pitcher demain devant un public, et la meilleure des startups sera sélectionnée et recevra un prix de la part de Eurovia, le sponsor du village. Petit conseil perso, je dirais, de visiter l'espace observatoire de la construction, qui est un espace créé par Intermat et où on peut voir sur une carte interactive 12 pays de la zone IMIA et tous les grands chantiers de construction dans ces 12 pays. Un petit teasing peut-être par rapport au pitch session demain sur le village Startup. On a fait un premier round d'essai hier devant les directeurs matériels d'Eurovia. On a donné aux startups 3 minutes pour pitcher. Elles ont eu 3 minutes, mais le cocktail qui a suivi a duré un petit peu plus longtemps. Donc laisse présager d'une bonne séance demain sur le village Startup. Merci Isabelle, à demain. Merci, à demain. Alors maintenant, on retrouve notre case Quel chantier? Ce sont les reportages de la rédaction et on commence par un stand, celui de Brock, qui fait des robots mécanisés. On regarde ça. Aujourd'hui, Brock, c'est tout simplement le leader mondial des robots de démolition électriques commandés à distance. Alors, ça fait beaucoup de choses, mais en clair, aujourd'hui, on a surtout cherché à mécaniser toutes les opérations de démolition qui provoquaient beaucoup de pénibilité, pour lesquelles on avait des difficultés à faire rentrer des engins traditionnels. Donc Brock a simplement répondu à un besoin récurrent des clients en demandant à avoir des machines non polluantes, donc d'où l'électricité, pas de gaz d'échappement, pas de pollution, des machines les plus compactes possibles. Donc à partir de là, on est parti sur des moteurs électriques qui ont des puissances supérieures à encombrement égal avec un moteur thermique. Et la commande à distance a surtout permis à l'opérateur de se déporter par rapport à la zone de danger et aussi avoir une meilleure visibilité de ce qu'il fait. Le savoir-faire aujourd'hui, il est de dire on a 40 ans d'expérience sur du développement de robots qui va de 500 kg aujourd'hui à 11 tonnes. Donc on a la gamme la plus complète aujourd'hui. On présente 4 nouveautés, dont celle-ci sur le salon Intermat. Mais le savoir-faire, l'expérience, la fiabilité des machines et aussi la connaissance que nos personnels ont du besoin et de l'utilisation des machines chez les clients. Aujourd'hui, on est très fiers de montrer 4 nouvelles machines, ou en tout cas 4 évolutions de machines. On a sur le plan arrière donc le Brock 170 qui est une évolution du Brock 160 avec les évolutions du moment, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Smart Power, c'est-à-dire une simplification du système électrique, une gestion de l'hydraulique de la machine. Tout ça dans le même encombrement mais avec plus de puissance aujourd'hui, 15% en plus. Son grand frère qui lui est une nouvelle machine entre guillemets, c'est-à-dire qu'on vient combler un trou entre les machines que l'on avait auparavant. On n'avait pas de machine qui faisait 2 tonnes. Cette machine-là donc fait 2 tonnes 100 et répond donc aux besoins des clients pour une machine de taille supérieure. Et toujours dans cette idée de gamme, on a derrière vous donc le Brock 300 qui est une machine qui va faire 3 tonnes 2 sur laquelle on va monter des outils toujours de plus en plus lourds, toujours de plus en plus puissants et toujours plus hauts. Et la petite variante de cette année, on a rajouté une machine diesel, le 520 diesel, donc qui est une machine de 5 tonnes 100, 5 tonnes 2, sur laquelle on va aussi monter de nouveaux outils. Les clients nous demandent tous de faire des machines de plus en plus petites, mais avec des capacités toujours plus importantes. C'est toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort, c'est un peu la philosophie. Il y a des limites mécaniques qui sont là, donc on les respecte, mais on a poussé la gamme de façon à avoir une machine quasiment sur chaque tonne, de façon à ce qu'on puisse couvrir des clients qui nous disent « je veux croquer du 30 cm d'épais à 4 mètres, mais avec une machine qui ne fait qu'une tonne 6 ». Aujourd'hui, on sait le faire avec ce type de machine-là. Donc on a optimisé la taille et la puissance des machines
pour ce rapport poids-puissance et dimensionner les outils pour offrir encore plus de puissance et de rentabilité en fait pour les clients. Aujourd'hui, il y a la notion de robotique parce qu'on a des engins qui sont suffisamment compacts avec une cinématique de bras assez particulière. Mais le vrai plus, effectivement, il est sur l'électrique, la puissance de l'électrique, en attendant un jour, on espère, une machine sur batterie. Bonjour Michel Sens, alors tu es président de Brocq France. Un petit rappel quand même, qu'est-ce que c'est que Brocq ? Bonjour, alors Brocq c'est le spécialiste mondial des robots de démolition électriques commandés à distance. Ça fait beaucoup de choses, mais voilà, c'est des tout petits engins compacts qui sont destinés à des travaux de démolition avec des opérations assez spécifiques, mais avec la particularité d'être commandés à distance, contrairement aux autres engins où on est assis sur l'engin. Jusque-là, on travaillait au besoin. C'est-à-dire qu'un client nous disait « j'ai besoin d'une machine d'1,5 tonne », on travaillait sur une machine d'1,5 tonne. J'ai besoin d'une machine de 3 tonnes, on faisait pareil. Donc on n'avait pas de logique de gamme. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut combler des trous. C'est ce qu'on a fait avec 2 de nos machines qui sortent donc officiellement depuis hier matin. On a aujourd'hui une gamme complète de 9 machines de 500 kg à 11 tonnes. Et c'est la gamme la plus complète aujourd'hui du marché. Sur le papier, c'était de dire qu'il faut qu'on ait une machine quasiment à toutes les tonnes, c'est-à-dire 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes, etc. Et si possible à tous les mètres aussi, en termes de hauteur de travail. Puisque nous, notre métier, c'est pas de travailler, entre guillemets, en creusant des trous. Ça, les gens qui sont dans le terrassement et les pelles qui existent le font très bien et largement mieux que nous. Nous, notre boulot, il est d'aller travailler effectivement en hauteur. Donc à partir de là, c'est boucher des trous dans cette gamme que l'on avait créée un peu en fonction des besoins et créer quelque chose de beaucoup plus formaté, où le client s'y retrouve aussi beaucoup mieux. Depuis 2 jours, on voit bien que les gens nous disent vous avez eu raison de travailler dans ce sens-là, parce que vous aviez des trous, vous aviez des lacunes qui n'étaient comblées par personne d'autre, mais nous, ça ne nous permettait pas de choisir. Donc en ayant une gamme beaucoup mieux étalée, on leur laisse aussi plus de choix. Ça fait partie des avantages de la machine, cette versatilité. Ça me fait penser un petit peu aux outils qu'on met en bout de pelle, les titres rotateurs, les outils comme ça. Ça fait partie de cette tendance ? Dans l'esprit, c'est tout à fait ça. Et c'est marrant que vous parliez de tilt rotator, puisque un des précurseurs de ce domaine-là était aussi suédois. On a monté des tilt rotators sur les Brocq. Brocq est une marque suédoise. Je pense qu'ils ont ce temps en avance par rapport à nous, de préserver un peu tout ce côté pénibilité du travail et puis de développer des outils ou des porte-outils, parce que c'est un porte-outil, et après d'y mettre un nombre d'outils pour en transformer un peu un couteau suisse de la démol, quoi. La prochaine étape, c'est de ne plus mettre d'opérateurs dans la zone et de programmer la machine. On est sur l'intelligence artificielle, la robotique, ce qu'on voudra, mais c'est clairement la tendance. Oui. D'accord, c'est la démolition 2.0. Ouais, voire même 3. D'accord. On va essayer de créer la 3.0, ça sera pas mal. Très bien. Merci Michel, merci. Merci à vous. Merci. Alors les robots c'est bien beau, mais la fraise c'est aussi intéressant. Vitek est un spécialiste justement de ces outils, on vous montre ça tout de suite. La spécialité de Vitek, c'est principalement le fraisage et le rabotage. Fraisage de gamme de fraises classiques, transversales et longitudinales. Et après le rabotage par le biais de raboteuses ou de ce qu'on appelle les fraises universelles qui permettent de faire travailler en surfaçage. Après, on a des nouveaux produits là, qui sont un peu innovants pour nous, qui sont des produits qui s'adressent principalement aux carrières et aux démolisseurs. Ce type de roue de coupe en carrière qui permettent de faire de la tranche pour pouvoir faire du bloc qui va passer après directement au concassage. Et cette roue de coupe qui est utilisée beaucoup en démolition. Avec cette roue de coupe, on peut fractionner des bétons ferraillés jusqu'à 20 mm de diamètre. On a une très belle innovation qui est une fraise à chaîne qui s'adresse à des porteurs de 10 à 17 tonnes qui pour l'instant n'existent pas sur le marché. On est obligé de suivre les demandes de nos clients. Les techniques évoluent, les machines évoluent, les besoins évoluent, donc on est obligé en permanence d'évoluer.
Patrick Chambaud, vous êtes PDG de Vitech. Alors Vitech, qu'est-ce que c'est? Rappelez-nous un petit peu ce que vous proposez, notamment ici, sur Intermat. Alors Vitech a pour vocation la distribution, commercialisation et location des fraises hydrauliques qui sont construites en Allemagne par deux constructeurs qu'on le représente, R4 et également Kemrock. La gamme R4, c'est toutes les fraises traditionnelles, les plus connues, fraises transversales, longitudinales. Et la gamme Kemrock, ce sont des outils de fraisage du type trancheuse et raboteuse ou fraise de tranchage à chaîne. On a développé les utilisations de la fraise dans des domaines tels que le creusement de canalisation, mais aussi tous les travaux de génie civil pour du retaillage, de la mise en forme de matériaux durs, les travaux également de fondation, creusement de fondation pour creuser les semelles, pour creuser les longues grines. On nous demande de trouver des solutions qui permettent de faire du tranchage ou faire des découpes des matériaux d'une manière plus douce. Et la fraise est tout à fait adaptée à ce type de réalisation. Le Grand Paris, c'est un débouché, on l'a un petit peu évoqué. De quelle manière, avec quelle solution justement que vous proposez? Comment vous positionnez sur ce gros marché? Alors, c'est un marché qui est effectivement prépondérant depuis ces 2 dernières années, puisque les entreprises s'équipent pour la réalisation essentiellement de ce qu'on appelle les ouvrages annexes. Les ouvrages principaux vont être creusés avec des tunneliers, mais il y a la réalisation de tout ce qui est issu de secours, les escaliers, les gares, qui sont faites d'une manière plus traditionnelle, avec des machines qui vont être des machines de creusement telles que des pelles, mais équipées souvent de fraises. Alors, dernière question, la fraise de demain, c'est quoi? La fraise de demain, c'est une fraise qui va permettre d'être installée sur des petits matériels pour être utilisée très facilement en remplacement ou en substitution des brise-roches, parce qu'il y a déjà de très nombreuses communes qui interdisent le brise-roche pour les problèmes de nuisance, pour les problèmes de bruit, de vibration. Et donc, on a les demandes pour fournir des fraises pour être installées sur des petites machines. D'accord. Merci Patrick Chambaud, merci beaucoup. Merci. Et maintenant, on retrouve un entretien sans filet avec Michel Denis, qui est le PDG de Manitou. Bonjour Michel Denis, vous êtes CEO de Manitou. Alors Manitou, c'est une entreprise française, il en reste, en tout cas celle-ci est importante sur le marché du BTP. Aujourd'hui, vous vous tournez vers l'extérieur, à la conquête du monde, c'est ça? Vous avez de grosses ambitions à l'international, quelles sont-elles? Oui, bonjour Steve Carpentier, de grosses ambitions. Manitou a toujours été très international. Un groupe français, un groupe né en Loire-Atlantique, un groupe avec un actionnariat toujours familial aux 2/3, coté à la Bourse de Paris, mais qui, depuis 60 ans, en fait les 60 ans du premier chariot tout-terrain Manitou cette année, depuis ce premier chariot, il a été exporté de plus en plus. Et aujourd'hui, Manitou, c'est 80% de notre chiffre d'affaires que nous faisons hors de France. 80% de 1,6 milliard que nous faisons hors de France. Et nous allons continuer. On a de grandes ambitions à l'international, que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis, en Amérique du Sud. En Asie, on a acquis 2 sociétés l'année dernière, une en Inde, une en Australie. Aux États-Unis, nous lançons des gammes de produits. En Amérique du Sud, nous avons créé des filiales. Donc, effectivement, une ambition internationale de Manitou. On est aujourd'hui dans 140 pays distribués. On a 26 filiales sur les 5 continents. Alors, est-ce que vous êtes pressé justement, parce que j'imagine que vous avez un chronogramme, c'est-à-dire qu'il y a je ne vais pas dire une fuite en avant, mais il faut vous dépêcher de le conquérir avant les autres? Comment ça se passe dans votre tête quand vous réfléchissez à aller ailleurs? On a les 2 cas de figure. Quand on regarde l'Asie du Sud-Est en particulier, notre acquisition en Inde, c'est aussi le moyen de développer une gamme de produits nous permettant d'être
avant les autres sur un certain nombre de segments de marché. Quand nous regardons aux États-Unis, on a le scénario inverse, le premier marché mondial dans lequel nous sommes finalement un peu sous-représentés par rapport à d'autres marchés. Nous avons 3 usines aux États-Unis, mais une pénétration de marché qui pourrait bien s'améliorer. C'est pour ça qu'aux États-Unis, là c'est le scénario inverse, on est un peu à rattraper. On vient par exemple de lancer une gamme de nacelles. On a un acteur très fort dans la nacelle en Europe. Et nous n'étions pas aux États-Unis historiquement, donc on a décidé de se lancer aux États-Unis dans la nacelle. On les a lancés sur ces 4 derniers mois. On a commencé à lancer nos premières gammes de nacelles américaines. On a lancé également du chariot industriel, électrique et combustion aux États-Unis qu'on a lancé également il y a 4 mois. Donc comment la gamme Manitou dans son ensemble peut aller rattraper dans le cas des États-Unis un marché qui est là, ou aller au contraire conquérir avec des plateformes spécifiques en Inde, en Afrique, en Australie. Alors quand on va vers les autres, comme ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit on est français, on est les meilleurs. Qu'est-ce qu'on vend comme savoir-faire, comme expertise et comme technique finalement? Ça ne suffit pas de dire qu'on est français, j'imagine. Ça ne suffit pas, mais je veux quand même dire que même si on a 11 sites de production dans le monde, on a 5 usines en France. Et aujourd'hui, l'industrie française, ça peut s'exporter. Quand il y a du savoir-faire, moi je suis fier de l'ensemble des équipes. Quand je suis en Indonésie, quand je suis au Brésil ou en Australie et que je vois une machine Manitou qui vient de Loire-Atlantique, oui, je suis fier. Quand on met du savoir-faire, quand on met de la valeur ajoutée, quand on met de l'innovation, quand on met de la différenciation, quand on réduit les coûts d'utilisation, on sait apporter aux clients partout dans le monde quelque chose avec l'industrie française. Mais bon, ce n'est pas le seul argument. Le seul argument qui va bien, ce n'est pas d'être français ou ce n'est pas d'être le meilleur. C'est de répondre aux besoins des clients. Chez Manitou, on pense à nos clients toute la journée. C'est des besoins de quoi? D'efficacité, de disponibilité de machines, de disponibilité de pièces, de réduction de coûts de consommation, de réduction de coûts de maintenance. Et pas obligatoirement juste d'un prix, mais la fonctionnalité, si la machine va plus vite, qu'elle est plus disponible, etc. On se met à la place des clients, on travaille avec eux et on essaye de concevoir ce qui va pour les clients partout dans le monde. C'est quand même ça l'esprit aussi, c'est pas de produire ailleurs pour produire moins cher et ensuite rapatrier sur l'Hexagone. C'est aussi d'adresser, comme en Inde avec Terex, un vrai marché local. Bien sûr, on n'est pas du tout dans des logiques de délocalisation, nous ne faisons jamais ça. En Inde, nous lançons par exemple une gamme de skid steer, on le fait également aux États-Unis, c'est pas pour transférer, c'est pour reprendre un ancien skid steer qu'on lance en Inde en ce moment, qui permet d'adresser les marchés indiens et d'adresser les marchés africains et de Moyen-Orient, avec des spécificités techniques et de composantes de prix qui correspondent aux besoins des utilisateurs. On est ambitieux, oui et non. On est, bien sûr, on veut toujours aller loin. On n'a pas l'arrogance de dire qu'on veut aller très vite et très très fort. Nous pensons chez Manitou que nos produits, on ne fait pas des coûts avec. On va dans la durée. Ça veut dire qu'il faut assurer le service, ça veut dire qu'il faut avoir les pièces qui soient disponibles, ça veut dire que l'organisation est disponible, ça veut dire qu'il y a des clients qui font confiance. Et donc, ça se bâtit avec le temps aussi. Donc voilà, de l'ambition, mais une certaine prudence pour se dire, faisons les choses avec le temps. Et pas à coup d'immenses commandes qui tombent d'un coup et après des déceptions, etc. On construit dans la durée. On construit une croissance chez Manitou qui est forte. On a fait 19% de croissance en 2017. On prévoit encore une croissance à 2 chiffres en 2018. Mais on la veut durable, on la veut profitable, on la veut équilibrée. Très bien. Merci Michel Denis. Merci pour cette interview. Merci Steve Carpentier. Merci. Voilà, le 15 du BTP, c'est terminé pour aujourd'hui. Retrouvez tous nos reportages sur constructioncayola.com. À demain.